Maître Jean-François Hull, bonjour. 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 Aujourd'hui, on fait de l'information juridique. En fait, on va parler d'une demande introductive d'instance en dommages et intérêts pour troubles de voisinage. Un long terme et en même temps qui nécessite des explications. En fait, la demande introductive d'instance en matière civile, c'est ça qui ouvre le bal d'une procédure civile. Donc, quand on entend dans le langage populaire que quelqu'un a poursuivi quelqu'un d'autre ou que quelqu'un a actionné quelqu'un d'autre, c'est des termes qu'on emploie, qu'on entend, c'est qu'il a déposé dans un dossier de la Cour un document qu'on appelle demande introductive d'instance. Donc, ce document-là peut être émis par une seule personne ou un groupe de personnes. Absolument. Donc, ça peut être un groupe, ça peut être un groupe défini, donc avec des noms connus, donc est déterminé dans la procédure, mais ça peut aller jusqu'à l'action collective, où là, le groupe est défini d'une certaine manière, mais les noms ne sont pas tous là. Mais en général, de façon standard, les demandes introductives d'instance, les demandeurs sont établis, ils peuvent être uniques ou en groupe. À quoi ressemble en fait cette procédure judiciaire-là pour le commun des mortels? Donc, on dépose une demande, on se retrouve devant les tribunaux avec un document officiel qui officialise en fait un recours. Oui, la plupart du temps, la demande introductive d'instance, elle est précédée de ce qu'on appelle une mise en demeure. Où là, dans une mise en demeure, qui n'est pas un document public, on dit à une personne ou on explique à une personne, si vous ne payez pas tel montant, on va vous poursuivre. Donc, on annonce une intention. Mais suite à la mise en demeure, si évidemment on n'a pas eu raison ou que les gens n'ont pas bougé suite à la mise en demeure, bien là, c'est là qu'on intente une demande introductive d'instance. Et là, c'est un caractère public à ce moment-là, parce que c'est déposé dans un dossier de cour. Et ce document-là, le demandeur, dans ce document-là, ou les demandeurs, exposent de façon la plus succincte possible les faits qui donnent lieu, selon eux, à leur demande de condamnation, expliquent un peu les dommages qu'ils ont subis, et finalement, termine avec des conclusions. Donc, de demander à un juge, par exemple, de condamner les défendeurs à payer telle somme, ou à faire, ou à ne pas faire telle chose, ou à cesser de faire telle chose. Ça peut arriver aussi. Donc, il y a deux options qui peuvent en fait se présenter pour quelqu'un qui fait une demande. Une demande financière ou en fait une demande d'agir d'une façon différente. Oui, ce qu'on appelle une injonction à ce moment-là. Et c'est possible les deux aussi. Ça arrive qu'on voit des demandes de condamnation financière accompagnées de demandes de type injonction. Dans les deux cas, parlons de quelqu'un qui réussit, en fait, qui obtient gain de cause. Un groupe d'individus obtient gain de cause sur une requête quelconque. Comment ça se traduit pour ces gens-là? Bien, on sait que la quête ultime d'une demande introductive d'instance, c'est un jugement. Mais il faut dire que statistiquement parlant, il y a très peu de demandes introductives d'instance qui se terminent avec un jugement. La plupart des dossiers se règlent hors cours ou sont abandonnés en cours de route pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais lorsqu'un jugement est prononcé en faveur donc des demandeurs, bien là, évidemment, ça force le défendeur à payer la somme d'argent dans un délai qui est normalement un délai de 30 jours, parce que les jugements ont effet 30 jours après leur prononcé en général, parce que souvent, il y a un délai pour en appeler de ces décisions-là. Vous mentionnez en fait qu'on peut arrêter, en fait qu'une demande peut arrêter en cours de route. Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs à ce genre d'arrêt des procédures. Pouvez-vous en nommer quelques-unes? Ben, écoutez, on fait beaucoup référence ces temps-ci au problème d'accès à la justice. Donc, les frais d'avocat. Donc, il arrive que des gens s'essoufflent financièrement dans le cadre d'un dossier et se voient forcés à l'abandonner ou à le régler à faible coût. Bon. Il arrive aussi que des gens se fatiguent psychologiquement aussi. Bon. Il y a des choses qui changent dans leur vie, leur priorité change, et là, ils décident, ben moi, je ne vais pas de l'avant. Je ne veux plus continuer cette procédure-là pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Il y a des fois le fait que la défense a de très bons arguments, et ça nous convainc finalement qu'on n'avait peut-être pas si raison que ça. Bon. Et donc, de là l'importance, avant de commencer une demande introductive d'instance, d'avoir un avocat qui fait une évaluation correcte de la situation et qui anticipe les possibles défenses avant de commencer quelque chose que peut-être on ne pourra pas finir. Donc, d'où le bien d'informer adéquatement tous les parties prenantes, autant les demandeurs, les requérants que les personnes intimées.
sans vouloir prêcher pour ma paroisse, là, je pense qu'avant d'intenter une demande d'introductif d'instance, il faudrait consulter un avocat. Excellent. Dans le cas contraire, une option qui peut arriver, on peut perdre, on peut être débouté, comme on dit, en fait, un requérant peut être débouté, ou un groupe d'individus pourrait être débouté. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, si on est débouté de ses propres demandes, c'est fort probablement d'avoir à payer ce qu'on appelle des frais de justice à la partie défenderesse qui aurait gagné sa cause. Donc, les frais de justice, c'est déterminé par le Code de procédure civile. Il y a une liste de frais qui pourraient être, à ce moment-là, être remboursés à la partie adverse. Maintenant, quand on parle de frais de justice, on ne réfère pas aux frais d'avocat. On ne réfère pas aux honoraires que le défendeur aurait payés à son avocat, par exemple. On réfère plutôt à des frais externes, par exemple, tout ce qui a été payé au greffe de la Cour pour déposer des documents, des frais d'huissier, par exemple, pour signifier des procédures, des frais de témoins, des indemnités qu'on verse à des témoins dans le cadre d'un procès, des frais de sténographie s'il y a eu des interrogatoires hors cours, et des frais d'experts, possiblement, s'il a été nécessaire pour éclairer le tribunal d'obtenir l'opinion d'un expert, les experts de tous ordres là, qui témoignent souvent devant les tribunaux. Donc oui, il est possible que si on perd notre cause, et il est fort probable, même je dirais, que si on perd notre cause, on soit obligé de payer les frais de justice de la partie adverse. Qui a à payer ces frais de justice, en fait, ces justices-là? Prenons le cas d'une seule personne. Évidemment, c'est plus clair. Dans un groupe de personnes, qui peut être tributaire de ces frais-là? Bien, ce serait collectivement les demandeurs. Donc, si c'est un groupe de personnes qui poursuivent et que malheureusement, pour eux, cette poursuite-là n'a pas gain de cause, alors là, ce groupe de personnes-là serait collectivement forcé, si le juge leur donne, bien entendu, de payer les frais de justice de la ou des parties défenderesses. Maintenant, on entend aussi souvent parler, maintenant, en fait, d'un autre avenue. En fait, on va parler de frais, en fait, de requêtes abusives. Oui, c'est un terme qu'on emploie, qu'on entend de plus en plus. Le nouveau code de procédure qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 donne des pouvoirs importants aux juges pour pénaliser, si on veut, et des comportements de parties en litige, des comportements qui seraient abusifs. Donc, des fois, c'est la demande même qui est abusive parce que on est sûr de perdre, on sait qu'on va perdre avec ça, mais on la fait seulement pour nuire à la partie adverse, l'empêcher de dormir ou je ne sais trop. Bon, là, il pourrait y avoir abus de procédure et à ce moment-là, si un juge déclare un abus, là, ce que pourrait être appelé à payer une partie abusive, c'est non seulement les frais de justice dont je vous parlais, mais possiblement les frais d'avocat et possiblement aussi des dommages moraux qui auraient été causés par l'abus. Bon, alors il y a des procédures qui sont carrément abusives, mais il y a aussi, même si la procédure n'est pas abusive elle-même, des comportements procéduraux qui peuvent être abusifs pendant le déroulement de l'instance. Et ça aussi, ça peut être puni. Des fois, c'est un seul comportement, et ça peut être puni par le paiement de certains frais, honoraires d'avocat ou autre. Maître Jean-François Houle, donc ce qu'on comprend, c'est avant de s'engager dans une poursuite, une bonne chose, c'est de rencontrer un avocat et de bien s'informer. Je crois que oui. On peut le dire comme ça. Maître Houle, merci beaucoup de vos informations, très appréciées. Ça me fait plaisir. Merci.